Je voudrais savoir quelle est la politique de la région dans le domaine de la cohésion sociale. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir déjà en préalable, c'est qu'il s'agit pour la région de politiques qui sont volontaristes. Ce que nous souhaitons faire, c'est harmoniser le travail que nous faisons avec les centres sociaux. Donc, nous avons déjà eu plusieurs réunions, à la fois avec l'Union régionale des centres sociaux, avec bien sûr les CAF qui sont les premiers partenaires des centres sociaux, pour essayer de mettre en œuvre des conventions qui soient plus faciles pour tout le monde. Je le répète souvent, mais en tant qu'élu, quand je regarde un dossier, je me pose toujours la même question. Est-ce que ça va changer la vie des gens ? Alors les centres sociaux, on le sait bien sûr que ça change la vie des gens. Donc nous, on a envie d'améliorer notre qualité de travail avec vous, avec les centres sociaux, avec tous les acteurs qui œuvrent pour ces centres sociaux, pour que demain soit meilleur pour les familles et toutes les personnes qui sont actrices et acteurs de ces centres sociaux. L'aide et le soutien à la cohésion sociale est une des compétences obligatoires du Conseil général. Ce soutien-là doit perdurer et il perdurera. Le Conseil général sera toujours là pour soutenir et amplifier son aide à la cohésion sociale dans ce département des Bouches-du-Rhône. Vous avez choisi le thème de la cohésion sociale cette année. Est-ce que ça peut devenir une réalité ou est-ce que c'est de l'utopie ? C'est une utopie de toute façon, même si on peut constater que la société comporte des éléments de cohésion sociale. L'intérêt d'évoquer la cohésion sociale, c'est de se poser sur le vivre ensemble. C'est indispensable pour la société. C'est un peu comme la démocratie, c'est jamais acquis, c'est toujours posé. Il faut toujours se positionner pour aller vers plus de cohésion sociale, parce que c'est le vecteur humain qui est au centre de tout ça et c'est ce qui est le plus important, au-delà des facteurs économiques, financiers. Comment est-ce que vous définiriez la cohésion sociale ? C'est essayer, dans un quartier, de faire vivre ensemble les habitants en leur proposant des projets. Mais ça ne veut pas dire automatiquement vouloir à tout prix la paix sociale. S'il y a des choses qu'ils n'aiment pas et tout, il faut les aider à se battre contre ces problèmes, pour résoudre des problèmes qui les préoccupent dans le quartier. Est-ce que le thème de la cohésion sociale choisi par la fédération est un thème qui vous semble fondé ? Oui, tout à fait, parce qu'à travers tous les retours que l'on a, à travers les centres sociaux, on s'aperçoit qu'en définitive, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont besoin d'un espace particulier, mais que ces espaces particuliers doivent être croisés. Et d'autre part, je pense que dans le terme de cohésion sociale, il y a aussi l'histoire de la souffrance. Je ne comprends pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, on puisse laisser souffrir les gens, alors que nous avons des possibilités de leur apporter un mieux-être et un bien-être, et qu'en plus de ça, en termes de psychologie, les gens ne soient pas assez à l'écoute des gens qui souffrent. Cette cohésion sociale, oui, elle est adaptée et elle est très importante à mon sens. La question du vivre ensemble, on cible bien sûr d'abord les étrangers, et plus particulièrement, c'est revenu souvent, les musulmans. Cette question, c'est la question de tout le monde, et qui ne concerne pas simplement notre société France, ça concerne la société monde. La question migratoire nous pousse à une véritable révolution culturelle, une conversion d'ordre intellectuel et même spirituel. Ça, c'est le modèle de l'assimilation, c'est-à-dire on a un projet idéal dans le sens que c'est uniquement dans les idées, parce que ça n'a jamais existé dans la réalité, d'avoir que des gens semblables. Pratiquement, ce genre de modèle, ça a donné le Rwanda, c'est la Bosnie, etc. C'est l'épuration. Le deuxième modèle de l'apartheid et du ghetto, c'est que les gens semblables, il faut qu'ils vivent entre eux. Et là, on pense au communautarisme. Le dernier modèle qui me plaît le mieux, c'est le modèle de l'intégration. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour former une unité ? Quel est le secret de l'unité ? Donc, j'ai donné 5 pistes. Ne pas confondre l'identité et l'appartenance. Mon identité, elle est faite de tout un tas d'appartenances. Deuxième piste, la philosophie de la vulnérabilité. C'est parce que je sais que j'accepte mes limites et mes faiblesses, que je sais que j'ai besoin des autres. Ça, c'est la base de la société humaine. Troisième piste, nous sommes semblables avant d'être différents.
Quatrième piste, privilégier les projets dont les racines. Je ne suis pas mon conditionnement initial, je suis ce que j'ai envie de devenir. Dernièrement, inverser la pyramide des appartenances, on a tendance à commencer par le local. Je pense que dans la tête, il faut d'abord se penser membre de l'humanité. La personne qui est intervenue était très intéressante et a très bien présenté le problème. Donc ça nous a apporté vraiment peut-être une meilleure façon de voir les choses, en nous disant qu'il fallait d'abord insister sur ce qui nous rapproche avant de parler des différences. Alors ce matin, nous avons suivi l'évolution en même temps de la sécurité sociale et du mouvement familial depuis 1945 jusqu'à nos jours. Et j'ai voulu montrer à travers l'évolution de ces institutions, notamment la sécurité sociale, que cela avait été créé par les travailleurs et leurs familles. Petit à petit, cette évolution de la sécurité sociale s'est faite à travers des administrateurs qui n'avaient plus rien à voir directement, en tous les cas, avec les salariés. C'était l'État qui finançait de plus en plus en dehors des cotisations sociales. La CAF, les caisses d'allocation familiale, restent un petit peu à part, puisque la branche famille n'est pas déficitaire. Et puis en même temps, eh bien, le mouvement familial, qui ont été les UDAF et l'UNAF, ont évolué aussi en fonction de l'évolution de la société et des problèmes que les familles rencontraient. On a parlé un petit peu des problèmes actuels, notamment le vieillissement des familles, donc la prise en compte, la difficulté de la prise en compte des familles pour leurs aïeux. On n'a pas voulu aborder les familles d'homosexuels ou autres. Pour le moment, dans nos statuts, une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Donc voilà. J'aurais préféré qu'on aille beaucoup plus sur le développement de la nouvelle société, de la nouvelle famille. Là, nous sommes restés à ce qu'il me semble un petit peu trop sur la structure de l'UDAF. Le problème de cohésion sociale est un problème particulier à notre époque ? Ah oui, étant donné qu'on voit quand même sur le terrain beaucoup plus de choses communautaires, la cohésion sociale, oui, est un problème. La question de la jeunesse est fondamentalement une question d'arbitrage, c'est-à-dire de la place, de la place que l'on fait ou que l'on ne fait pas aux jeunes. Quand on pose aux jeunes la question « Qu'est-ce que vous pensez de votre avenir, de l'avenir en général ?» Il faut la réponse de tous les Français, ils sont extrêmement pessimistes. Si on leur demande « Et toi, qu'est-ce que tu penses concrètement? Est-ce que tu vas t'en sortir par rapport à ton avenir ?» ils sont plutôt optimistes. C'est pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté des jeunes Français. La famille aujourd'hui, c'est de nouveau, et c'est la règle, c'est la famille élargie, c'est-à-dire où il y a plusieurs pères, plusieurs mères, etc. Et c'est un cadre beaucoup plus large. Et je pense que ça, c'est une mutation importante. Autrefois, si j'avais une autorité, cette autorité m'était conférée par la position institutionnelle que j'avais. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Je dois faire en permanence la démonstration que j'apporte quelque chose. Et c'est ça qui va fonder le respect ou l'autorité qui me sera reconnue. Un jeune garçon et une jeune fille ne se socialisent pas de la même manière. Et ça nécessite aussi, certes, qu'on fasse de la mixité garçon-fille, mais aussi qu'on préserve des espaces propres pour les garçons et pour les filles. La violence est de plus en plus précoce. C'est quelque chose
qui est logique et cohérent et qui renvoie aussi à une grande mutation. Déjà, l'âge de la puberté baisse. On est passé, disons, en un siècle et demi, de 16 ans à 12-13 ans. Je pense que la première piste, c'est respecter, faire confiance, écouter. Deuxième élément, disons, des capacités, des compétences et comment on travaille ces capacités et ces compétences. Troisième piste, effectivement, c'est le jeune, on le considère comme un habitant, comme un autre, sur le territoire. En conclusion, par rapport à l'avenir, en quête d'avenir, jeunes en quête d'avenir, est-ce qu'on les considère comme sujets autonomes, comme acteurs ? Et puis on n'est pas tout seul. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des idées. C'est une journée importante qui permet de développer des analyses et des réflexions sur des champs de questionnement qui sont particulièrement aigus dans nos centres sociaux. Je veux dire, les questions d'agir avec les familles et sur quelle politique familiale, agir avec les jeunes et pour faire quoi et dans quel contexte de réalité des jeunes d'aujourd'hui. Et quant aux questions d'immigration, on est dans une situation de difficultés extrêmes quant aux politiques publiques conduites et donc il est vraiment nécessaire d'y réfléchir, bien évidemment. La cohésion sociale, elle n'est ni plus ni moins que l'enjeu du vivre ensemble et le vivre ensemble, il se joue dans les capacités des gens à vivre ensemble, donc y compris à se raisonner comme acteurs de la société. L'action à développer, elle est de dimension gigantesque pour relever les défis que posent les sociétés modernes d'aujourd'hui avec l'accélération des connaissances, des progrès scientifiques et techniques et des mutations sociales qui sont en œuvre. Actuellement, le quotidien est difficile. Donc si on n'enclenche pas des solidarités de proximité, et je pense que c'est là le cœur de la solidarité de proximité, il y a plus de difficultés de traverser cette crise qu'on entend, qui est nationale, mais aussi mondiale, européenne. Voilà, c'est un mot à la mode en ce moment. Dès qu'on ouvre la radio, la télé, on entend la crise. Et pourtant, il se passe des choses. Et il se passe plein de choses positives sur les territoires. Il faut arrêter de dissocier la crise financière, dont on nous parle tous les matins, tous les soirs et même toutes les nuits, et des autres facettes de la crise qui sont au moins aussi importantes et dont on parle pratiquement plus. Par exemple, la facette écologique, avec notamment les problèmes du climat, et puis tout ce qui tourne autour de la crise sociale. Quand il y a des situations de démesure trop importantes, c'est la substance même d'une société qui se trouve mise en cause. Je voudrais vous montrer cette diapo particulièrement significative et qui montre le décalage abyssal entre ce qu'il est convenu d'appeler l'économie spéculative et l'économie réelle. La partie rouge, ça correspond aux 97,3% des transactions financières quotidiennes qui ne correspondent pas à des biens et des services réels. La partie verte, ce sont les 2,7% qui, dans les transactions quotidiennes sur les marchés financiers, correspondent à des biens et des services réels. C'est le signe structurel que le monde qui est fondé sur cette démesure financière est arrivé à un point de rupture. L'autre décalage, et qui renvoie notamment à la question de la crise sociale, il est bien exprimé par ce rapport entre, d'un côté, la richesse telle qu'elle est exprimée classiquement par les comptabilités monétaires, et puis un autre indicateur qu'on appelle l'indice de santé sociale,
qui reprend les variables principales qui font qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans une société. Et quand on établit le rapport entre le produit intérieur brut et puis l'indice de santé sociale, eh bien, on peut avoir des surprises. Or, quand on ne prend en compte que des flux monétaires, eh bien, vous avez un certain nombre d'activités qui sont dangereuses, destructrices, qui vont être comptées positivement dans le produit intérieur brut. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence? Salvatrice, intéressante, positive. Voilà, ce sont des termes que l'on connaissait parfois mais pas toujours. Un nouveau sens donné à la fois aux mots et à la fois aux actions. Donc oui, de toute manière, c'était une intervention et quelqu'un qu'il faut connaître, à creuser. Beaucoup de choses dites, beaucoup de choses à approfondir. Il y aura forcément une suite, je l'espère. Des fois, nous subissons la conséquence des décisions qui sont prises et qui nous dépassent, et que c'est à nous maintenant de reprendre la possession de ces décisions, en fait. Voilà. Eh ben, moi, j'ai trouvé cette conférence passionnante parce qu'on remet l'homme vraiment à l'intérieur de notre responsabilité et toujours avoir cette possibilité de dire qu'en fait, on a toujours le choix de pouvoir réintervenir à l'intérieur de notre environnement. Donc moi, j'ai bu du petit lait ce matin. Je crois que c'est vraiment l'essence, c'est de dire qu'on n'est pas prisonnier de notre système et qu'on a toujours la possibilité de réintervenir à l'intérieur de ce qu'on fait, toujours être acteur. Et ça, voilà, j'y crois. C'était un message d'espoir alors. Absolument. Ah oui. Et moi, c'est comme ça que je procède aussi dans ma structure. Je ne me sens jamais prisonnier. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, je me dis toujours que c'est une opportunité à interréagir avec la situation. Donc pour moi, c'est du bonheur.